Une question en préambule. Éric Zemmour, pourquoi avoir accepté de débattre ce soir avec Jean-Luc Mélenchon? D'abord parce que je pense que le débat, c'est la démocratie. C'est même la façon d'expurger les violences, la fameuse catharsis. Donc moi, je suis pour le débat. Je pense que c'est comme ça qu'on confronte les idées, qu'on fasse entrechoquer même les idées. La démocratie, c'est ça, même des idées choquantes qui doivent s'affronter, qui doivent se confronter. Et puis, pourquoi j'ai accepté ce débat avec Jean-Luc Mélenchon? C'est une autre question, parce que moi, j'ai débattu avec beaucoup de gens et je proposais même beaucoup de débats. Beaucoup refusent. Par exemple, récemment, une de vos chaînes concurrentes a proposé à M. Barnier de débattre avec moi, qui a refusé, ou à M. Bertrand, ou à Mme Le Pen, tous refusent. Jean-Luc Mélenchon, lui, accepte. Je pense que ce n'est pas un hasard. J'avais réclamé ce débat avec Jean-Luc Mélenchon parce que je pense que lui, comme moi, nous sommes des gens qui aimons l'histoire, qui la connaissons, qui plaçons le débat politique sur la perspective de l'histoire, qui voyons qu'effectivement cette échéance présidentielle n'est pas comme les autres, parce que il en va du destin de la France et de l'avenir de la France, beaucoup plus que d'habitude. C'est pas un enjeu de société. Moi, je pense que c'est un enjeu de civilisation. Nous sommes au point de bascule, et apparemment. Et Jean-Luc Mélenchon le pense aussi. Simplement, moi, je crains, et lui se félicite de cette bascule démographique et civilisationnelle. Donc, pourrons au moins en débattre. On va évidemment vous poser quelle question? Est-ce que vous comprenez, que ça a pu émouvoir dans votre camp? Il y a quelqu'un qui domine une scène intellectuelle et qui aujourd'hui a largement contaminé tout le champ politique, de M. Macron qui l'appelle pour lui demander des conseils sur l'émigration, à Madame Le Pen qui dit le respecter tout en le craignant comme c'est pas possible, et il faudrait rester inerte et regarder ça. Mais moi je vais dire les choses comme je les pense. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe. Vous avez, oui, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions. Oh là là. Vous manifestez une haine anti-musulmane. On ira dans le fond tout à l'heure. Là, au oui, moins... vous faites le débat avant le débat. Là. Ah oui, exactement. Et surtout, c'est pas un débat. Pourquoi je veux m'affronter. Et surtout, vous dites n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'ai souhaité ce débat parce qu'on est à 7 mois d'une élection présidentielle. Je suis candidat. Et les occasions de convaincre doivent être toutes saisies. En particulier lorsque le pays, progressivement, est contaminé par les idées, les perspectives absolument incroyables que développe un homme qui est devenu, dorénavant, le mentor, le penseur de toute la droite et de la droite extrême. Alors, Monsieur Zemmour, bien sûr, je crois que, comme moi, vous ne voudrez pas que ce soir, ce soit un match. Ni guerre de coq, ni perfidie mondaine. Ce doit être une confrontation et un moment de responsabilité, pour vous, pour moi, pour ceux qui nous écoutent. D'autant que, prenons bien la mesure de ce qui va arriver. La France entre dans sa plus terrible crise sociale et financière depuis des décennies. Et comme avec 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Seuls les fous croient qu'une situation comme celle-là peut perdurer sans chaos. Ensuite, elle va affronter, comme toute l'humanité, le plus grand défi de la civilisation humaine, qui est le changement climatique. Et devant ces deux immenses défis, à quoi perd-on son temps à discuter des folies de M. Zemmour, lequel a décidé d'expulser 5 millions de Français musulmans de ce pays. Pourquoi pas 10 pendant que vous y êtes? Parce qu'ils sont 5 et que ce sont des Français. Ah oui, donc vous voyez que vous dites n'importe quoi, vous commencez très mal. Woodpecker, vous ne parlez pas en même temps que moi. Je ne parle pas en même temps que vous, mais là vous dites des énormités, donc je vous interromps. Non, ce n'est pas une énormité, c'est la situation telle que vous l'avez dit, c'est vous qui avez parlé de réimmigration. Pas du tout. À mes yeux,
Ah, vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Déjà? Je vais vous dire Formidable. ce que je... Alors donc, taisez-vous. Pourquoi vous faites Écoutez, déjà le perroquet de ce que je dis? J'ai rien dit encore. Donc ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Ce sera Laissez-moi l'objet. parler. D'abord, nous n'étions pas amis. Il travaillait pour Le Figaro. Je respectais son intelligence. C'était à l'époque un souverainiste assez classique de droite et qui était très connaisseur du mouvement ouvrier. Puis je l'ai vu se radicaliser. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu son livre Le Premier siècle, j'ai cru que c'était un canular. Qu'il avait fait ça pour, en quelque sorte, enclencher une discussion drôle. Non, ce n'était pas le cas. Quand je l'ai entendu parler de réémigration, je n'en revenais pas. Si bien que, comme beaucoup, lui a rompu avec M. Segarre, mais il est indulgent. Moi-même, j'ai mis cet homme à distance parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Et je ne veux pas qu'on dise que, en définitive, les idées seraient une apparence, que nous nous combattrions pour la forme. Les idées sont sérieuses. Notre position est totale. Et vous ne devez pas transformer ça en une sorte de jeu. C'est une affaire de conviction qui est en cause. De conviction très profonde qui engage l'identité de notre pays et notre capacité à vivre tous ensemble. Votre registre sémantique est intéressant. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Maintenant, vous appelez ça créolisation. Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain. Ça devrait vous plaire. J'appelle ça l'assimilation. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Brodel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Ça, monsieur Mélenchon, c'est s'assimiler. Créoliser, je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité. J'ai regardé, parce que maintenant vous avez mis en vedette Édouard Glissant. En fait, c'est une espèce de chimère pseudo-poétique pour vanter une fois de plus la mondialisation et ses grands mérites. En vérité, votre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. La créolisation, ce n'est que le nouveau mot que vous avez trouvé pour parler de multiculturalisme, de droit à la différence. En fait, vous vous êtes converti à l'idéologie que vous combattiez dans les années 80. La créolisation n'est pas un choix. C'est une réalité qui permet de faire le pont entre le différentialisme aigu de gens comme M. Zemmour, qui voit les gens dans des petites cases, les musulmans, les ceci, les cela, et puis un universalisme que moi-même j'ai pratiqué, un peu abstrait, qui ne tient compte d'aucune différence. La créolisation dit: les êtres humains se rassemblent et forment quelque chose en commun. Voilà ce qui m'intéresse dans l'histoire. Et là où vous êtes pris à revers, c'est que ce qui a fécondé la France, c'est cette immense idée de l'être humain qui est créateur de sa propre histoire. C'est l'humanisme, c'est Pic de la Mirandole, c'est la fin du XVe siècle. Mais voyez-vous, avant la fin du XVe siècle, parmi les idées qui ont nourri cette idée extraordinaire, eh bien, il y a une féministe. La première du monde, la première qui écrit, Christine de Pisan, au début du XVe siècle, et qui dit « les femmes sont les égales des hommes ». Ce jour-là, c'est une révolution intellectuelle, parce que ça va contre toutes les évidences. Voilà de quoi la France est l'héritière. Elle fait le pari continuellement de l'humain. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. Ce que nous avons en commun, c'est la cité. Et aujourd'hui, personne ne conteste que la loi de la cité s'impose à tout le monde. Alors, il y en a qui la violent. Mais pour autant, personne ne dit « la loi n'existe pas ». Ce n'est pas vrai. Vous mentez, vous faites peur pour rien. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Parce que justement, ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République et c'est la laïcité. Et c'est exactement le contraire de l'islam. L'islam est une religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles,
mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. Vous le savez très bien, et vous l'aimez, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ça veut dire quoi, Éric Zemmour? Pas mal trouvé. C'est très bien trouvé. Éric Zemmour, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon disait votre projet, c'est de chasser tous les musulmans. Vous répondez quoi à ça? Je vais répondre. Vous venez de dire que l'islam n'était pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France. Je vais le démontrer. Si vous me laissez parler, vous verrez, je le démontrerai. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes agressif. Hein. Je ne suis pas agressif. Je veux débattre avec vous, pas avec les journalistes. J'ai le droit. Je reprenais le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, justement. Mais je vais y répondre, chère mademoiselle. Donc, liberté. Vous avez prévenu, hein? Allons-y. Liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission. Islam veut dire soumission. Égalité. L'islam, c'est une triple inégalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les fidèles et les infidèles. Fraternité. L'islam, c'est la fraternité dans l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la nation islamique. Donc il y a une différence, mais absolument de bloc à bloc, si j'ose dire. L'Union européenne pratique la concurrence libre et non faussée, et c'est dit dans les textes, l'exige de ses partenaires. Tant et si bien qu'on a ouvert sur le monde, sans tenir aucun compte des écarts de niveau, de salaire, de bien-être, etc. Et que donc, mécaniquement, on a donné la prime à ceux qui payaient le moins, saccageaient le plus l'environnement, etc., etc. C'est ça la cause fondamentale. La contre-mesure, c'est quoi? Eh bien, ça porte un nom. Ça s'appelle le protectionnisme. Et je suis partisan d'installer un protectionnisme écologique, c'est-à-dire qui va dire tout ce qui est produit dans des conditions inacceptables par la France. Par exemple, des produits pourris au glyphosate. Ça ne rentre plus en France. Et donc, les paysans français sont appelés à produire en remplacement ce qui rentre. 50% de nos approvisionnements en fruits et légumes viennent de l'extérieur. Pourquoi cette folie? Pourquoi va-t-on produire du maïs qui sert à élever des vaches à l'autre bout du monde? Tout ça ne sert à rien pour notre pays. Nous avons besoin de la souveraineté alimentaire. Je prends l'exemple de l'alimentation parce que c'est quand même le point de départ de toutes les sociétés. Nous avons besoin de cette souveraineté alimentaire. Alors, pour englober mon propos dans une vision d'ensemble, j'ai parlé du protectionnisme écologique. Nous désobéirons, si je préside, nous désobéirons à tous les règlements qui nous obligeraient à supporter ce qui nous détruit. Ça fait des années que ça dure, qu'on a tous les ans une loi sur la sécurité, tous les ans une loi sur le terrorisme. Personne ne fait jamais aucun bilan. On met du monde, et toujours plus de monde, des faveurs de toutes sortes sur le corps de police, qui est payé bien mieux que les instituteurs et les professeurs de ce pays. Et quel est le résultat? Ça va de plus en plus mal. Par conséquent, ça veut dire non pas que les gens sont coupables, mais que la force est mal employée, mal organisée, et qu'on a réussi, en lui faisant commettre toutes sortes d'excès et de violences, à la couper de la population. Je suis donc pour la dissolution des BAC, qui regroupent 7000 policiers alors qu'il n'y en a que 5000 pour la police judiciaire. Je suis pour la dissolution des braves, qui sont des motos qui circulent avec quelqu'un qui tape sur les gens derrière. C'est une deuxième interdiction. Je ne veux plus des flashballs, des grenades et de la possibilité de tirer dans la figure des gens, parce que 32 personnes éborgnées, ce n'est pas 32 bavures, ce sont des actes délibérés. Je veux une police vraiment républicaine, respectueuse des gens, entraînée, disciplinée, commandée par des gens qui leur fassent respecter les vertus que, par exemple, Pierre Joxe avait été capable de faire respecter avec son code de déontologie de la police. Il faut donc former les gens qui ne sont pas formés. Et nous devons cesser d'être une des rares polices d'Europe qui utilisent de telles violences contre la population. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Je vais vous dire, dans les métros parisiens,
On a fait Allez, une c'est enquête. reparti. 70, etc. Bon. 75% Mais on vous entend d'étrangers. répéter ça surtout. Vous ne Monsieur démontrez Mélenchon, pas, mais vous ne excusez-moi, réfléchissez pas. je sais que vos chiffres vous embêtent, mais c'est comme ça. Non, il me gêne pas du je tout, continue, monsieur. je non, mais continue. mettons-nous d'accord. Non, non, mais s'il y a 1000 crimes, je les reconnais, c'est pas le sujet. Mais si, le sujet, c'est est-ce que vous savez oui, l'analyse. Eh ben alors justement, alors vous voulez vous que je répétez comme un moulin bien. à parole, c'est les musulmans, Oui, le monsieur. djihad et je sais pas Oui, quoi. Vous n'avez oui. pas honte de parler comme Pas ça? du tout, Il y pas a des du tout. millions de musulmans dans ce pays qui supportent pas. Je vous Et signale ce que sont vous ne des me laissez Français pas comme vous parler, et moi. monsieur Mélenchon. Mais je vais vous dire, il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas délinquants. Et il y a Vous êtes heureusement trop des bon. millions de musulmans qui ne sont pas terroristes. Seulement, tous les terroristes sont musulmans. Et Alors, celle-là, elle est beaucoup... pas mal aussi. Oui, Bah mais oui, vous elle aviez est pas dit que mal, vous mais elle est respectiez vraie. ça. Vous l'avez Elle est dit vraie. ou pas? Comment? Vous n'avez pas dit que vous respectiez Non. les djihadistes? J'ai dit... Si, on vous a posé la question sur Oui, Nice. j'ai dit... Ne me coupez pas, ne faites pas comme les imbéciles qui savent pas lire une phrase jusqu'au bout. On m'a posé une question et j'ai répondu. Je respecte qui sont les ces gens. imbéciles, Je hein. respecte les gens qui donnent leur vie pour leur cause parce que je veux mieux les combattre. C'est pour ça que je les respecte. Quand vous avez vu, si vous voulez regarder, écouter, allez regarder ce que disent les gens qui sont arrêtés. Je lisais tout à l'heure un article sur les mineurs isolés. L'un d'entre eux qui est arrêté dit « Nous voulons piller la France ». Regardez ce que dit Abdeslam. Abdeslam, qu'est-ce qu'il dit? Le terroriste du Bataclan. Il dit « Je suis un musulman, j'applique la charia ». Mais qu'est-ce qu'on appelle remigration? Non, mais Je ne sais pas ce qu'on appelle remigration. Moi, je dis, les gens qui sont français assimilés, ils sont français, quelle que soit leur religion. Qui est assez assimilé à vos yeux ou qui ne l'est pas? Mais ce n'est pas moi qui décide, vous savez, c'est dans la loi. Souvenez-vous que pour la naturalisation, il y a des critères d'assimilation. Malheureusement, on ne les applique plus. On ne les respecte plus. Et moi, j'ai été contre ce qu'on appelait la burqa, le voile. J'étais pour qu'on interdise ça. Bien sûr, parce qu'il y a un droit à dévisager. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord pour aller faire comme vous le proposez, la police détenue des femmes. Alors un jour, ça sera le foulard, le lendemain, ça sera la longueur des robes. Prenez compte du fait. Mélenchon. Écoutez, vous faites là j'ai pour avoir vécu du dans son. une société Et vous le savez très où tout le bien. monde portait le foulard, y compris ma mère, ma grand-mère, ma sœur. Tout le ma monde grand-mère aussi. vivait comme ça. Mais oui, alors monsieur- cessez de faire des fixettes comme ça sur la manière avec laquelle les gens se Monsieur comportent. Et Mélenchon, ça valait la peine d'essayer de comprendre. Cessez de croire, Monsieur Zemmour, cessez de croire que c'est anodin. La République, ce n'est Cessez pas de- la police du Monsieur- foulard, des cheveux, Monsieur- et d'aller voir si les femmes ont rasé leur crâne et mis des perruques. et Monsieur que sais-je Mélenchon, encore. Monsieur Mélenchon, la République. Vous parlez tout le temps Vous de êtes la l'Iran à République. l'envers. La Eux, République. ils contrôlent que les Messieurs, gens si mettent vous- en foulard, messieurs- vous voulez l'enlever. messieurs, si Voilà, vous le c'est la voulez même bien, chose. Et on vous va savez passer que à c'est la comme partie ça- d'après. C'est comme Messieurs. ça que dans les pays arabes, on a réussi à émanciper les femmes. Vous parlez tout le temps d'émancipation de la femme, vous me faites des procès énormes. Et puis là, vous défendez le pire Mais où symbole avez-vous de entendu l'asservissement défendre islamique. quelque chose? C'est extraordinaire. Si on va jamais y Vous dites arriver. toujours le contraire de tout Messieurs, et- s'il vous plaît, messieurs. Je suis tout à fait d'accord avec le début de ce qu'a dit M. Mélenchon. Ah. Tout à fait. J'aurais dit la même chose. Je dis ça depuis des années aussi. Je pense que l'OTAN aurait dû se dissoudre en 1990 quand l'URSS a disparu et quand le pacte de Varsovie a disparu. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. L'OTAN est devenue une machine à asservir les pays qui sont soi-disant les alliés des États-Unis et qui en fait ne sont que leurs obligés et qui doivent se soumettre et même traiter de façon brutale, comme on l'a vu dans cette histoire australienne. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Nous devrions, au contraire, développer encore plus qu'elle n'est notre industrie militaire, accroître notre budget militaire et effectivement rechercher des alliances nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on renonce aux alliances avec les Américains, avec les Anglais, avec les Allemands. Mais ça veut dire, par exemple, tendre la main aux Russes et nous rapprocher des Russes. Et par exemple, pour donner, pour faire un geste, renoncer aux sanctions qui sont absolument iniques et complètement contre-productives. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, après, M. Mélenchon part dans des délires
Il veut des sessions à l'ONU partout. Bon, très bien. Je ne suis pas... vous savez, moi, je suis resté à l'enseignement du général de Gaulle qui tenait l'ONU pour un machin. Et je n'aime pas spécialement cette machine onusienne qui pond des rapports, des proclamations, etc., etc. Mais enfin, vous faites semblant de ne pas voir. Non, non, non. Et le pays que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées. Je viens de vous décrire un pays où s'appliquent les principes auxquels vous croyez. Mais je ne crois vous appelez délire le fait que moi je propose vous me prêtez des principes auxquels je ne crois pas. Qui soient valables pour l'humanité entière. Dans votre ville de Marseille, la peine de mort, c'est tous les jours, monsieur Mélenchon. Vous êtes obsédé par une idée qui vous rend la France impossible à assumer. Mais pas du tout. La France n'est pas monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, vous êtes le produit de mon idée de la France. Quand votre grand-père, laissez-moi parler. Vous êtes depuis toujours opposé au bilan de la Quand Révolution française. votre grand-père est arrivé d'Espagne, du Maroc et Algérie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelait Mélenchon, il a changé son nom, il l'a francisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des prénoms français à ses enfants et ses petits-enfants, exactement comme les miens. Le mien, mon grand-père a changé de prénom, il s'est appelé Justin. Ça, c'est l'assimilation à la française. Vous en êtes le produit, mais vous le reniez aujourd'hui. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Je suis confronté à de nouvelles situations. Et j'y fais face. Je veux vous dire ceci, les gens s'appellent comme ils veulent. Ils le font par tradition familiale, on donne un prénom. Pourquoi votre Quand on donne un prénom qui est le nom du prophète, écoutez, chez moi, il n'y avait pas beaucoup de croyants. Par conséquent, on donnait les prénoms qui nous plaisaient. Non, mais écoutez-moi, c'est pas vrai. Quand quelqu'un appelle, puisque c'est là-dessus que vous avez cherché, quelqu'un, son fils Mohamed, c'est souvent parce que le grand-père s'appelait comme ça. Et quand on donne un prénom à un enfant, c'est parce qu'on veut le placer sous la protection de ce prénom. Il n'y a pas de honte à donner le nom du prophète à quelqu'un. Vous avez raison. De même qu'il n'y a pas de honte à s'appeler David ou qu'il y ait des milliers de catholiques qui s'appellent Marie. Ça suffit. Vous insultez continuellement les musulmans en essayant de donner l'idée que vous allez les canichiser. Vous n'y arriverez pas. Alors, je disais donc, en 1980, je recommence pour vous, monsieur Mélenchon. Non, mais j'avais suivi, vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord. J'ai lâché prise sur la quantité, le revenu, je ne savais pas si on parlait. Le revenu, ok, c'est le revenu, j'ai compris. Le revenu par habitant, le PIB par habitant, était supérieur à celui des Allemands et des Américains. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous avons un PIB par habitant inférieur de 15% de celui des Allemands et de 40% de celui des Américains. Donc il y a un appauvrissement relatif. À l'époque, en 80, nous étions, en termes de pouvoir d'achat, le 4e ou le 5e pays au monde. Aujourd'hui, nous sommes le 26e ou le 27e. Je vous assure, monsieur Mélenchon, je parle par tête d'habitant. Je ne parle pas globalement. Donc nous avons vécu un appauvrissement. Et cet appauvrissement, justement, c'est parce que nous avons suivi les recettes de M. Mélenchon. Nous avons cessé. J'ignorais que j'ai été au pouvoir pendant 50 ans, ça me réjouit. C'est vos amis qui l'ont été. Excusez-moi, vos amis ont été. Vous étiez de droite, vous. Non, mais attendez. Vos amis ont été au pouvoir à partir de 1981. Vous êtes d'accord quand même? C'était M. Mitterrand qui a été élu, c'est pas M. Giscard d'Estaing. Donc après, il y a eu une alternance permanente et jamais, en vérité, la droite n'a eu le temps et n'a eu le courage, d'ailleurs, gauche non plus, de mettre en œuvre ces recettes. Mais je ne parle pas de ça. Moi, je suis effectivement de tradition de droite. Donc je me demande à quel moment j'ai pris ces décisions. Vous avez été proche de M. Mitterrand, vous avez été ministre de M. Jospin. Pas mal quand même. L'Union européenne pratique la concurrence libre et non faussée, et c'est dit dans les textes, l'exige de ses partenaires. Tant et si bien qu'on a ouvert sur le monde, sans tenir aucun compte des écarts de niveau, de salaire, de bien-être, etc. Et que donc, mécaniquement, on a donné la prime à ceux qui payaient le moins, saccageaient le plus l'environnement, etc., etc. C'est ça la cause fondamentale. La contre-mesure, c'est quoi? Eh bien, ça porte un nom. Ça s'appelle le protectionnisme. Et je suis partisan d'installer un protectionnisme écologique, c'est-à-dire qui va dire tout ce qui est produit dans des conditions inacceptables par la France. Par exemple, des produits pourris au glyphosate. Ça ne rentre plus en France. Et donc, les paysans français sont appelés à produire en remplacement ce qui rentre. 50% de nos approvisionnements en fruits et légumes viennent de l'extérieur. Pourquoi cette folie? Pourquoi va-t-on produire du maïs qui sert à élever des vaches à l'autre bout du monde? Tout ça ne sert à rien pour notre pays. Nous avons besoin de la souveraineté alimentaire. Je prends l'exemple de l'alimentation parce que c'est quand même le point de départ de toutes les sociétés. Nous avons besoin de cette souveraineté alimentaire. Alors, pour englober mon propos dans une vision d'ensemble, j'ai parlé du protectionnisme écologique,
nous désobéirons, si je préside, nous désobéirons à tous les règlements qui nous obligeraient à supporter ce qui nous détruit. Pour absolument pas. Moi, j'étais condamné parce que je défendais une certaine idée de la France et qu'on ne supporte Mais quelle plus idée? Ça suffit maintenant. Mais oui, je suis désolé, monsieur Mélenchon. Je suis en retard derrière vous. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on n'adhère pas à la Convention internationale. Là, vous sur décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oui, ça s'appelle aussi les banlieues islamisées. Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez. C'est très bien, monsieur Mélenchon. Ah ouais. Ah, ça c'est très bien, parce que ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées, où les femmes se font insulter, cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Et qu'elles ne peuvent pas rentrer. Où étiez-vous quand les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les cafés à Sevran? Non, mais ça où n'existe pas, étiez-vous, monsieur Mélenchon? Elle a été inventée, mais dans tous les cafés de banlieue, c'est comme ça. Mais bien sûr, enfin, mais voyons. Mais enfin, vous ne savez, mais vous faites semblant de ne pas voir. Non, non, non. Et le pays que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées. Je viens de vous décrire un pays où s'appliquent les principes auxquels vous croyez. Mais je ne crois vous appelez délire le fait que moi je propose vous me prêtez des principes auxquels je ne crois pas, qui soient valables pour l'humanité entière. Dans votre ville de Marseille, la peine de mort, c'est tous les jours, monsieur Mélenchon. Vous êtes obsédé par une idée qui vous rend la France impossible à assumer. Mais pas du tout. La France n'est pas monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, vous êtes le produit de mon idée de la France. Quand votre grand-père, laissez-moi parler. Depuis toujours opposé au bilan de la Révolution française. Quand votre grand-père est arrivé d'Espagne, du Maroc et Algérie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelait Mélenchon, il a changé son nom, il l'a francisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des prénoms français à ses enfants et ses petits-enfants, exactement comme les miens. Le mien, mon grand-père a changé de prénom, il s'est appelé Justin. Ça, c'est l'assimilation à la française. Vous en êtes le produit, mais vous le reniez aujourd'hui. Donc, l'abstention, parce que ça, c'est la première chose, c'est que les politiques de droite et de gauche se sont ressemblés. D'ailleurs, le point d'orgue de cette ressemblance, c'est Emmanuel Macron, qui est l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard. Je suis pas sûr qu'on ait cité son nom depuis 22h45. Comment? Depuis 1h45, je suis pas sûr qu'on ait cité son nom. Vous voyez. Donc Emmanuel Macron, qui est l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard, c'est-à-dire l'enfant de la droite libérale et de la gauche libérale, c'est-à-dire le produit de la désagrégation du paysage politique qui a perdu à la fois les gaullistes et les communistes. Et donc là, ça a permis l'émergence d'Emmanuel Macron, qui est la quintessence des politiques uniformisées, décidées par l'Europe, contrôlées par le juge et qui ne concerne plus les Français. C'est-à-dire que les Français votent, ils ont le droit de voter, ils votent pour n'importe quoi. De toute façon, la politique sera la même après. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Je pense que c'est pour cela que les Français ne votent plus. Si on continue comme cela, la France en 2050 sera un Liban en grand. C'est-à-dire tout simplement un pays où il y aura à peu près des communautés qui, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, étaient côte à côte et seront face à face. Il y aura plus de pauvreté, plus de misère et surtout plus de désordre, plus de violence, comme ce qui se passe actuellement. Ça montera crescendo parce que tout simplement, le peuple aura été petit à petit, le peuple français aura été petit à petit remplacé par un autre peuple.